Salut, j'ai seulement 5 secondes pour vous rappeler que la dernière de mon spectacle Singularité, après il y en a plus, c'est le 11 décembre au Zénith de Paris. Le lien est dans la description. Une bonne vidéo. Salut, aujourd'hui on va parler de plein de choses. On va parler des insectes sociaux, on va parler des mammifères sociaux, on va parler aussi de l'intelligence animale, du biomimétisme et tout ça avec un auteur qui est également un ami que j'ai reçu plein de fois sur la chaîne. Il s'agit de Bernard Werber. En 30 ans, il a écrit 30 livres qui se sont vendus à plus de 30 millions d'exemplaires dans tous les pays. Nombre d'entre nous l'ont découvert en 91 avec son premier ouvrage sur les fourmis et je trouve qu'il y a une résonance avec son dernier livre qui vient de sortir qui s'appelle La prophétie des abeilles que je vous recommande d'ailleurs. Regardez bien la vidéo, j'en ai un à vous faire gagner. Cette vidéo va se dérouler de la manière suivante. Il y aura les discussions qu'on va avoir entre Bernard Werber et moi, entrecoupées de face caméra où je vous donnerai un petit peu des faits insolites ou du savoir supplémentaire en rapport avec les discussions que nous avons évidemment. Précision d'avant vidéo, La prophétie des abeilles est déjà disponible dans toutes les librairies, en ligne, chez vos libraires préférés. Bref, je vous mettrai un lien dans la description. Loïc, quitte cette ruche et fabrique-nous du bon générique. Aujourd'hui, on va parler de l'intelligence animale, le biomimétisme. On va parcourir ça avec ce que tu as envie de dire toi sur des populations d'animaux, d'insectes, et puis toutes les digressions que tu as envie de faire. De toute manière, peu importe. Mais comme là, je viens de leur parler de la prophétie des abeilles, parlons un petit peu des abeilles. Pourquoi tu t'es orienté vers les abeilles, même si on retrouvait déjà les abeilles dans d'autres ouvrages qui faisaient des apparitions? Je ne voulais pas parler des abeilles, parce que mes petits chouchous, c'était les fourmis. Et puis, j'ai découvert le frelon asiatique, et j'ai vu des frelons asiatiques massacrer une ruche. Et je me suis dit, bon sang, les abeilles, elles sont en danger. Et c'est une guerre barbare en plus, hein. Alors, le frelon asiatique est avantagé parce qu'il maîtrise le vol géostationnaire. Donc, il peut y avoir 10 frelons asiatiques qui arrivent devant une ruche. Ils se mettent devant l'entrée et ils tuent toutes les abeilles qui sortent. Ils les coupent en morceaux et les abeilles ne savent pas quoi faire. Donc, tu vas avoir 10 frelons asiatiques qui massacrent 50 000 abeilles sans qu'aucune ne trouve la réponse. Donc mine de rien, c'est les méchants qui m'ont donné envie de m'intéresser aux gentils, parce qu'à ce moment-là, dans cette histoire, il y a quand même des bourreaux et des victimes. Ouais. Et à partir de là, je me suis dit, bon, allez hop, je vais m'intéresser aux abeilles. Et en effet, c'est vraiment passionnant. Et du coup, tant qu'on est en train de parler des abeilles, la prophétie des abeilles, comment tu le pitcherais à quelqu'un qui se dit, je ne sais pas quoi lire demain? L'exercice du pitch. Il y a 3 angles. Le premier, c'est l'histoire d'un prof d'histoire qui fait des régressions à la vie antérieure pour savoir la réalité de ce qui s'est passé au-delà de ce qu'il y a dans les livres. Le deuxième angle, c'est l'histoire d'une prophétie qui a démarré à l'époque d'Akhénaton et qui dit que les abeilles portent un message de solution par rapport à nos problèmes depuis la nuit des temps et que cette prophétie nous donne accès à la connaissance du futur. Et la troisième, c'est les Templiers qui sont, dans mon roman, les principaux détenteurs de cette prophétie et qui vont tout faire pour la préserver. Mais dans le détail, je ne savais pas que c'était à ce point complexe. Je termine ma partie sur les abeilles, du coup, sur le côté sociétal. Est-ce que tu peux nous dire à peu près comment fonctionne la société des abeilles? Et du coup, est-ce qu'on peut s'inspirer d'elles ou est-ce qu'on s'est déjà inspiré d'elles ou est-ce qu'il n'y a rien à faire? D'abord, il faut dater tout ça. Les premières ruches sauvages trouvées, ça date de 120 millions d'années. Donc on est vraiment une espèce jeune et les abeilles sont une espèce ancienne, donc elles ont testé plein de formules. Le petit souci pour pouvoir copier la société abeille, c'est que les mâles sont évacués. Maintenant, comment fonctionne le système? C'est que tout le monde est motivé pour la réussite globale. Ouais, de la ruche. De la ruche, donc il n'y a pas d'ego. Comment dire? C'est comme s'ils se branchaient sur l'esprit de la ruche. Quelque part, ils ne se posent plus de questions existentielles et ils sont toujours heureux de voir que le système marche. Mais c'est un système aussi où les communications fonctionnent de plusieurs manières. La première manière, c'est la danse. Donc une exploratrice qui a découvert une source de pollen va se mettre à faire des 8, dans lequel elle indique... La position, c'est par rapport au soleil et à la ruche. Par rapport au soleil, le nombre de tours va donner la distance et va donner la quantité. Après, elle revient dans la cité, elle se met à tapoter avec l'abdomen et ça fait un tam-tam dans toute la ruche qui signale qu'il faut aller chercher le pollen. Après, il y a une autre communication qui se passe par le miel lui-même, par le goût du miel. Okay. Dans le goût du miel, il y a le nombre d'enfants qui doit naître. Donc c'est un ensemble qui fonctionne
avec une information globale permanente et des gens motivés. Nos sociétés humaines fonctionnent avec une communication qui ne marche pas si bien que ça, même si on est très fiers de notre Internet et de notre télévision et de tous les réseaux. En fait, on ne se comprend pas bien et on n'est pas tous orientés à la même direction. Donc on perd beaucoup de temps et surtout on gaspille beaucoup d'énergie, on gaspille beaucoup de matière aussi, pour un résultat qui n'est pas terrible. Il y a aussi une autre chose de formidable dans la société des abeilles, c'est qu'elles sont en permanence, elles produisent le nombre d'enfants qui vont pouvoir être nourris. Mais s'il n'y a plus de matière première, elles s'arrêtent de faire des enfants. C'est-à-dire qu'elles sont tout le temps autorégulées. L'un des drames de notre société humaine, c'est qu'on fait des enfants par tradition, par culture, ou par peur de ne pas avoir de retraite, ce qui est le cas en Inde ou en Chine. Et notre planète ne peut plus fournir suffisamment de matières premières pour nourrir une aussi grande quantité d'humains. Donc on ne sait pas s'autoréguler. Donc une des choses qu'on devrait prendre chez les sociétés insectes, c'est de penser à l'organisme complet. L'harmonie avec la nature. Et puis avoir cette idée aussi que si on détruit le milieu, au final, les prochaines générations vont ne plus avoir de sources. Ni pour se nourrir, ni pour construire des cités. Le toujours bon à savoir numéro 1, est-ce que vous saviez que les abeilles ont 2 estomacs? Elles ont leur estomac pour digérer et elles ont un deuxième estomac qu'on appelle le jabot ou l'estomac à miel qui sert à stocker le nectar des fleurs pour le ramener à la ruche et fabriquer du miel ensuite. Il sert aussi à stocker de l'eau, toujours très important dans la fabrication du miel. En gros, ça leur sert de petite poche de transport. Le jabot, le deuxième estomac, les fourmis aussi en ont un. Mais là, c'est différent, c'est un jabot social qui leur sert à stocker de la nourriture où elles vont pouvoir piocher dedans en fait. Plus tard, c'est de la nourriture qui ne va pas s'altérer comme ça, mais on dit que c'est un jabot social parce qu'elles peuvent aussi régurgiter de cet estomac, les fourmis, pour le transférer à une de leurs congénères. C'est fou. Nous, on n'a qu'un seul estomac et ça va que dans un sens. Des fois, ça remonte, mais c'est pas le même propos. Et pour compléter ce que disait Bernard Werber, il y a même 25 000 espèces d'abeilles dans le monde. C'est énorme si on compare ça par exemple aux 10 000 espèces d'oiseaux ou aux quelques 5 000 grosso modo espèces de mammifères. C'est vraiment très présent les abeilles et il faut que ça dure. Les abeilles ont fourni à l'homme le premier goût sucré. C'est-à-dire c'est les premiers desserts. L'homme préhistorique, il bouffait tout le temps de la viande sanguinolente, il avait ce goût salé dans la bouche. Et là, tout d'un coup, avec les abeilles, il découvre la douceur. Et après, ce qui a été découvert, c'est que le miel était un médicament. Quand on a une plaie ouverte, si on met du miel dessus, ça désinfecte. Mais ça aide aussi à bien digérer. Et c'est de l'énergie, c'est de l'énergie pure. Si on doit combattre ou si on doit fuir, on a intérêt à avoir du miel. Et est-ce que vous saviez que lors de l'excavation d'un site à Tbilissi, en Géorgie, on a retrouvé du miel? En gros, ce sont des pots de miel intacts qui ont 5000 ans, avec du miel parfaitement comestible à l'intérieur. On a également retrouvé du miel datant de plus de 2000 ans dans des tombeaux égyptiens parfaitement comestibles aussi. Encore du savoir, Fabien? Oui, bien sûr, avec plaisir. Les abeilles mellifères, elles visitent environ 2 millions de fleurs et font environ 80 000 km pour produire, en quantité de miel, 450 grammes. Ces abeilles font environ 2 fois le tour de la Terre pour produire seulement 450 grammes de miel. Quand je disais que le miel, c'était quelque chose de précieux. D'ailleurs, tout le monde sait que les abeilles, elles vont collecter du nectar, du pollen, mais peu de personnes savent aussi qu'elles collectent du miella. Le miella, donc c'est produit par les insectes qui sucent la sève des plantes. Et c'est pour ça que parfois, vous pouvez être étonné de voir une plante qui est infestée de pucerons et beaucoup d'abeilles autour. C'est qu'en fait, les abeilles, elles vont aller titiller les pucerons pour récupérer le miella, le stocker et le ramener à la ruche. D'ailleurs, en arrivant à la ruche, les abeilles font une danse devant la ruche pour communiquer avec les autres. C'est de ça dont on parlait avec Bernard Werber tout à l'heure. En fait, leur danse, elle va permettre de donner l'indication de l'endroit où se situe cette bonne source de nectar ou de nourriture, ce point intéressant. Et la danse va donner une position par rapport à la ruche et au soleil. Ce sont de vrais mini GPS. Tiens, je bascule maintenant sur les fourmis qui sont au-delà d'être une des marques de fabrique et compte colle. Maintenant, quand on dit Bernard Werber, on pense vite à fourmis quand même. Pour les fourmis, je crois, on a fait beaucoup de biomimétisme. Elles ont inventé beaucoup de choses au final. Elles ont inventé la guerre, elles ont inventé l'agriculture, elles ont inventé les solariums, elles ont inventé les nourrices, elles ont inventé le fait de manger des champignons. Il y a beaucoup de choses qui ont dû être inspirées. Je vous rajoute quelques petits points de détail intéressants à savoir. Est-ce que vous savez que 10% de la biomasse de la Terre, c'est-à-dire 10% de la masse biologique résidant au-dessus de la Terre, eh bien 10% de cette biomasse, ce sont les fourmis. C'est le poids de toutes les fourmis cumulées. Et il y a encore 10%, c'est le poids des termites. Et là tu dis, ah ouais, il y en a quand même pas mal, ouais.
Certaines espèces de fourmis sont complètement asexuées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de système de reproduction classique avec l'envol des princes et des princesses qui vont s'occuper en fait de faire la génération future. Si on prend l'exemple par exemple d'une colonie de fourmis amazoniennes très spécifique, en fait elles se reproduisent par clonage elles-mêmes. Et donc elles clonent génétiquement, en fait elles se clonent elles-mêmes et elles fabriquent que des filles, ce qui donne des sociétés d'innombrables fourmis incroyables où il n'y a pas un seul mâle dedans. On a parlé des abeilles, on a parlé aussi des fourmis. Quelle autre espèce on pourrait citer qui vivent en tant que société parallèle à l'humanité? Dans les insectes, il y a les termites, Bien qui sûr. construisent, quand on est en Afrique, on sent vraiment sur le pays des termites, qui construisent des grandes citadelles. Et les sociétés termites existaient avant les abeilles et avant les fourmis. Donc c'est les premiers à avoir mis au point la vie communautaire et à avoir créé des villes. Le fait que des animaux se soient mis en groupe, c'est un phénomène qui a pris du temps. C'est-à-dire qu'à un moment, il y en a un qui s'est dit « Attends, on va être plus fort à 2, puis à 3, puis à 10 », et au final, ils se retrouvent quelques milliers à fonctionner ensemble. Mais en même temps, le système du groupe fonctionne. Mais là, je parlais dans, je pense, la boîte de Pandore, des crapauds. Donc les crapauds migrent en général du nord vers le sud, mais l'arrivée des autoroutes a fait qu'il y a des crapauds, quand ils arrivent dans une autoroute, en fait, ils font tous écraser. Et donc il y a toute une communauté de crapauds qui meurt juste parce qu'on a créé une autoroute sur le chemin ancestral qu'ils prenaient. Et il y a une adaptation qui a été faite sur les crapauds, c'est que maintenant, quand ils décident de migrer quelque part, il y a une toute petite minorité qui ne prend pas le chemin ancestral, mais qui prend un autre chemin qui est beaucoup plus long. Et en fait, ceux qui vont prendre le chemin ancestral vont tous mourir, et il n'y a que ceux qui ont pris le chemin long, qui ne va pas directement au but, qui vont arriver à survivre. Donc nos sociétés ont intérêt à faire que, quels que soient les choix globaux, il y ait une petite minorité qui fasse autre chose, au cas où ça ne marche pas. Permettez-moi de vous rajouter quelques infos qui sont en rapport, on va dire, connexes avec ce qu'on vient de dire, mais qui sont toujours intéressants à savoir. Tout à l'heure, on a parlé des abeilles présentes depuis énormément de temps sur cette Terre. Est-ce que vous saviez que les libellules, également, sont présentes depuis 300 millions d'années sur Terre? Peut-être un nouveau livre pour Bernard Werber. Là, je parle des libellules, mais il y a également les sauterelles. Les sauterelles étaient présentes avant l'arrivée des dinosaures. En fait, les insectes sont fascinants. Si vous prenez l'exemple du papillon facteur rouge, il développe son propre poison en faisant quoi? En mangeant des plantes toxiques. Et il arrive à transformer cette toxicité sans la subir pour devenir lui-même empoisonné. Ils sont trop forts. Là, tu as écrit la prophétie des abeilles, mais c'est vrai qu'on connaissait tout le travail sur les fourmis. Et dans tout le travail que tu as fait sur les fourmis ou sur les abeilles, on entendait parler des termites au milieu. Et aussi des rats. Ils ont des comportements que je reconnais beaucoup plus chez les humains, les rats, que d'autres espèces animales, que ce soit mammifères ou insectes. Ce qui me semble intéressant, puisqu'on parle des sociétés, c'est vraiment un sujet, je trouve, qui fait ressortir plein d'idées. Il y en a une, c'est qu'on a le choix entre la société des fourmis et la société des rats. Donc la société des rats, je vais commencer par les rats, est une société où on élimine systématiquement les faibles. Donc c'est une société dure qui fonctionne à la manière de Darwin, c'est si t'es pas costaud, tu dégages. Donc dans la société de rats, les rats se battent pour définir les rapports de hiérarchie. Les rats ont des chefs, ils ont des barons, ils maltraitent les femelles. Donc c'est une société, ça correspond à une société guerrière, dure. Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas d'empathie. On abandonne les vieux, les malades et ceux qui ont été blessés, et on se dit, on s'en fout, on veut que les meilleurs, point barre. Et c'est le contraire de la société fourmi, dans laquelle une société fourmi, si durant une bataille, il y a des soldats qui ont perdu des membres ou qui ont été blessés, ils vont tous être secourus, ramenés dans une zone où ils vont être soignés. Donc la société fourmi fonctionne en mode, on aide tout le monde, et il n'y a pas de faible, il y a juste une cohésion du groupe. Et puis comme il n'y a pas d'individualisme, du coup il ne peut pas y avoir de faible ou de fort dans cette société-là. C'est deux formes de collectivisme. Quelque part, dans la société rat, il y a l'idée ensemble on va gagner, mais virons tous les faibles. Et dans la société fourmi, c'est ensemble on va gagner, mais on peut en plus aider les faibles. Voilà, c'est la nuance. Ouais. Et si on regarde les sociétés humaines, on a par moments des aspects rats, je me suis trompé de camp, des aspects rats et des aspects fourmis. Normalement, l'aspect fourmi, ça devrait être l'aspect social, ça devrait être les socialistes, puisqu'ils sont pour la société, qui devraient représenter ce choix politique. Et de l'autre côté, il y a le choix fasciste
certains aspects du capitalisme dans lesquels il y a une compétition, il y a des barons qui apparaissent, qui éliminent les faibles. Le capitalisme est rat, voilà. Sauf que c'est pas la même violence. Mais, si ce n'est que dans la réalité, ce qui s'est passé, c'est que d'abord le communisme, si on prend le cas par exemple du stalinisme ou du système soviétique, a reproduit un système encore plus dur que le système capitaliste. Et le système capitaliste a aménagé des zones sociales. Voilà, il y a Médecins sans frontières, la Croix-Rouge, tous les systèmes d'aide aux blessés, aux pauvres et tout sont apparus dans la société européenne moderne capitaliste. Donc c'est pas si simple, mais il faut repérer, j'allais dire dans les discours politiques, au-delà de l'étiquette, lesquels sont plutôt rats, lesquels sont plutôt fourmis. Du coup, on met les abeilles plus vers où? Plus vers les fourmis quand même. Oui, c'est vraiment un système similaire. Merci beaucoup Bernard. Merci à toi. Venu aujourd'hui. Bravo pour ce nouveau livre. Je vous dis comment le gagner dans quelques secondes, celui-ci, parce que j'en ai un à faire gagner. Pas le mien je le garde. Je tenais encore une fois à remercier Bernard Werber pour son temps et ses discussions qui sont toujours passionnantes. Vous avez déjà pu le voir dans d'anciennes vidéos à moi, notamment dans la vidéo sur l'échec ou la vidéo sur la passion, où on apprend à chaque fois pas mal de choses à son contact et c'est très stimulant. Je vous recommande vivement son nouveau livre, La prophétie des abeilles, qui est sorti déjà il y a un bon mois, qui est disponible en ligne et dans toutes les librairies. Et cet exemplaire-là, Bernard l'a signé. Oui, je l'appelle Bernard. Et je vous le fais gagner. Je vous le fais gagner aujourd'hui sur mon Instagram, @FabienOlicard, et vous pouvez participer pour gagner cet exemplaire, mais cet exemplaire précieux parce qu'il est dédicacé par Bernard Werber. Dans la description, vous trouvez ça et vous trouvez encore une fois également le lien pour vous procurer le nouveau livre de Bernard Werber. Je mets un lien aussi vers ses réseaux sociaux si vous voulez le suivre. Et puis je vais aussi vous mettre un lien vers les éditions Albin Michel. Depuis 30 ans, c'est avec cet éditeur que Bernard Werber travaille. Donc comme ça, vous aurez toute l'intégralité de l'œuvre de Bernard Werber si vous voulez le découvrir. Je vous recommande La prophétie des abeilles et puis d'autres livres dont on parle parfois moins comme Le papillon des étoiles. J'avais fait une vidéo là-dessus en 2016. En tout cas, j'espère que cette discussion entre nous vous a autant passionné que moi, elle m'a passionné. Parce que je disais, ce qu'il disait lui évidemment. N'oubliez pas que la fin de mon spectacle approche, il ne reste plus qu'une poignée de dates, après c'est terminé, je l'arrête, dont la grande dernière le 11 décembre au Zénith de Paris. Je crois qu'il reste encore quelques places, le lien pareil dans la description. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.